Très heureux de vous retrouver encore, mesdames et messieurs, dans cette émission, les dossiers. Et pour aujourd'hui, nous allons parler des codes forestiers en République démocratique du Congo avec tous les enjeux qui s'en suivent. Pour ce, nous avons comme invité le professeur, docteur Nké, Augustin Nké, qui nous vient de Lubumbashi. Cher professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout va bien? Donc, ça va très bien. Eh bien, nous parlons des enjeux du code forestier congolais. Ça vous va? Oui, je suis à l'aise dans ces sujets-là. Très bien. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on peut entendre par le code forestier? En fait, lorsqu'on parle des codes forestiers, il faut entendre par là l'ensemble de toutes les dispositions juridiques qui sont liées à la gestion du secteur forestier dans son ensemble et dans sa globalité. Alors, et ici, en République démocratique du Congo, il en existe aussi? Oui, à République du Congo, il y a le code forestier qui a été élaboré en 2002, que je pense qu'on va essayer de détailler un peu plus tard, mais oui. Oui, il y a un code forestier qui existe depuis 2002 oui. Promulgué par le chef de l'État Joseph Kabila à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voyons du côté du secteur environnemental des gens qui cherchent à modifier ces codes. Oui. Pourquoi? En fait, lorsqu'on cherche à modifier les codes, c'est là, je dois préciser, cela n'a rien à voir avec la politique. Oui, oui. En fait, on a seulement... Nous ne parlons pas politique politicienne. Oui, ce n'est pas de la politique politicienne. Donc, ce n'est pas de la révision comme en politique. Le code forestier a été élaboré en 2002 pour un objectif précis. En fait, on voulait avoir des cadres juridiques unifiés pour gérer. Précisément à l'époque, c'était pour essayer un peu de gérer les secteurs liés les forêts liées à l'exploitation ainsi que liés à la conservation, mais précisément liés à l'exploitation du bois. Mais actuellement, avec les nouveaux, comment je peux dire, des nouvelles thématiques, ou bien des thématiques émergentes aujourd'hui, on a par exemple la question liée au climat, on a par exemple aujourd'hui le fait que les bois énergie constituent les principaux moteurs de déforestation. Donc bref, on a plusieurs thématiques qui ont beaucoup évolué et que les codes forestiers n'est plus adaptés à la situation actuelle. Ça, c'est la première raison. Le fait que le code forestier n'est plus adapté à la situation actuelle. Et nous trouvons que le code forestier, là, la deuxième raison est du fait que depuis qu'on l'a élaboré ou bien promulgué en 2002, le code forestier n'a pas produit des résultats attendus. Vous vous attendiez à quoi? Une parenthèse. Non, nous attendions l'objectif final et que la forêt puisse être gérée de façon durable. Mais ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, tous les indicateurs liés au secteur forestier sont au rouge. Alors, tous les indicateurs liés au secteur forestier. Je donne un exemple, la déforestation, pour parler à des termes simples, pour que certains auditeurs nous comprennent. Toute la forêt qui était tout autour de la ville de Kinshasa a complètement disparu. Et toutes les villes de la RDC subissent la même situation. À Lubumbashi, à Kisangani, vous allez vous rendre compte que la forêt ne fait que disparaître petit à petit. Oui, petit à petit. Donc le code forestier n'a pas réussi à bien gérer notre secteur forestier. Donc c'est le code forestier qui réglemente tout cela? Oui, c'est le plan juridique. C'est le plan juridique. Oui. Mais pourquoi, je peux vous donner si vous voulez. Allez-y. Pourquoi le code forestier de 2002 n'a pas produit des résultats escomptés? C'est tout simplement parce que ces codes forestiers-là n'étaient pas l'émanation d'une politique forestière. Il n'y avait pas une vision avant les codes forestiers. Et voilà pourquoi... Mais comment cela est-il possible? Comment est-il possible? Je pense que c'est en 2002, moi j'étais encore étudiant. Je ne sais pas comment ils ont fait pour que les codes forestiers puissent être produits comme ça, un cadre juridique, alors qu'il n'y avait pas un sous-bassement derrière. Et ça, c'était un problème sérieux. C'est comme si on veut dire, mais dans les codes forestiers de 2002, il est stipulé clairement qu'il faut qu'il y ait une politique forestière. Comment l'enfant va venir avant sa mère? Ok. Oui. Et pourquoi on doit aussi accorder de l'importance au code forestier? Oui, il faut qu'il y ait un cadre juridique pour réglementer le secteur forestier. Sinon, il n'y a pas de texte dont il y a un désordre qui s'établit. Chacun fait des choses de sa manière et tout. Donc, le secteur forestier ne sera pas bien géré. Voilà. Professeur, il y a toujours des questions que les gens se posent. Est-ce que les Congolais profitent effectivement de leur forêt? Ils ne profitent jamais de leur forêt. La preuve en est qu'aujourd'hui, lorsque je parle de gestion durable, la preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 55 millions d'hectares
plus environ, bien sûr, 155 millions d'hectares de forêts. Et aujourd'hui, si tu regardes les bassins du Congo, nous avons 60% des forêts, même de tous les bassins du Congo. Imaginez-vous. Mais la population vit toujours dans la pauvreté. Si tu regardes la contribution, ça c'est sur le plan social. Si tu regardes sur le plan économique, les secteurs forêts contribuent à environ 0,5% dans les PIB. Et vous pouvez vous imaginer, nous sommes un pays solution, nous sommes un pays forestier, mais la contribution dans les PIB du secteur forêt, c'est juste 0,5%. Oui. Donc c'est un problème. Donc il y a la déforestation sur le plan écologique, la contribution sur le plan économique, c'est presque nul. Sur le plan social, elle crée même la pauvreté elle-même. Mais vous êtes revenu d'ailleurs sur un concept qu'on a toujours entendu tous les jours, la RDC, pays solution, c'est grâce aussi à nos forêts. Mais quand ces forêts n'arrivent pas à contribuer même à l'économie de notre pays, ça pose problème, cher professeur. Ça pose des sérieux problèmes. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous souffrons alors que nous avons des forêts. Il y a des pays qui ne vivent que de ces forêts-là. Mais nous, on a des forêts. Seulement, en fait, les forêts, il faut les considérer comme tout un patrimoine en fait, stratégique. Très bien. Seulement avec la forêt, on peut développer la diplomatie environnementale qui peut nous permettre même à faire face à certaines situations compliquées sur le plan politique que nous avons maintenant. Alors, vous avez écrit à la ministre de l'Environnement oui. Concernant la révision de ce code forestier. Où en êtes-vous? Bon, en fait, je vais préciser que la lettre a été écrite, ça fait à peu près un mois. Ouais. Nous avons vu personnellement ses conseillers, ça c'était fait. On avait réservé copie aux secrétaires généraux ainsi qu'à des différents partenaires. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu la réponse. Mais curieusement, on apprend qu'ils sont déjà à Kisantu, en train de préparer, ou bien ils sont dans les travaux préparatifs liés au code forestier, alors que la politique forestière n'est même pas encore validée. Vous voyez en fait la confusion dans laquelle nous sommes maintenant. Est-ce qu'ils se rendent aussi compte du côté du ministère de l'Environnement du caractère dépassé du code actuel en vigueur? Non, tout le monde à l'unanimité est d'accord que le code doit être révisité ou réévalué, je ne sais pas le mot approprié. Ils sont tous conscients de cela. Mais ils entendent quoi? Oui, mais les problèmes que nous avons, nous en tant que scientifiques, moi personnellement, parce que ce n'est pas seul, j'ai toute une équipe à côté de moi et tout, nous tous, en tant que scientifiques, nous nous attaquons plus à la méthodologie appliquée. Okay. Nous disons cette façon-là de faire ne va vous amener nulle part. Au contraire, vous allez créer les problèmes au lieu de les résoudre. Voilà. Quand on parle du code forestier, on voit tout ce qui réglemente quand même les secteurs forestiers, oui, dans tous ces aspects. Dans tous ces aspects. Oui. Alors, quelle est l'institution qui est chargée de la gestion des forêts ici en RDC? C'est le ministère de l'Environnement. Toujours le ministère? Oui, le ministère de l'Environnement, oui. Et il n'y a pas un secteur à part, une institution appropriée qui s'occupe uniquement des forêts? Non, non, c'est le ministère de l'Environnement. En dessous du ministère de l'Environnement, il y a le secrétariat général qui a des différentes directions. Il y a toute une direction liée à la forêt. Ouais. C'est lui qui est en charge de la gestion du secteur forêt, sans pour autant compter d'autres partenaires, d'autres parties prenantes, sociétés civiles, ainsi de suite. Alors, notre code en vigueur aujourd'hui, il protège les forêts ou les hommes qui habitent les forêts? Ah, ça c'est encore une question. Ça c'est encore une question. Voilà pourquoi je vous dis, le code forestier de 2002 a montré ses limites. Ce n'était pas un document inutile, je peux dire non. À l'époque, le code forestier avait sa valeur, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce code est dépassé. Nous nous rendons compte que même les hommes sont dans la pauvreté alors qu'ils ont cette forêt-là. Ça signifie que les codes ne les protègent pas. Sur le plan économique, nous nous rendons compte que la contribution est toujours faible. Or, c'est les codes en fait, qui devaient traduire de façon juridique la politique forestière. Vous voyez? Voilà pourquoi nous insistons. C'est ça notre problème. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une politique qui est déjà acceptée par tous et validée, on ne peut pas aller vite au code forestier. Pourquoi cette précipitation-là? C'est ce que nous ne comprenons pas. Alors, il y a à boire et à manger dans cette histoire. En parlant de l'exploitation forestière, cher professeur Augustin Nké, est-ce que réellement l'État congolais, mais aussi les communautés, peuvent être fiers de ce qui s'en sortent là? Non, actuellement non. Parce qu'être fier veut dire, si le plan économique s'est retrouvé. Je viens de vous dire que le PIB est tout autour de 0,5%. Donc la forêt ne contribue presque pas grand-chose. Mais elle est en train de disparaître. Et elle contribue au changement climatique. Quand la forêt disparaît,
Mais il y a exploitation. Mais Oui. où va tout ce qui sort de la forêt? Ah oui, là vous voulez me parler plus, je vais parler plus en termes des moteurs de déforestation. Oui. Oui. En fait, l'exploitation aujourd'hui, c'est le mode d'exploitation extractive. C'est-à-dire, on coupe les arbres, si je prends seulement les arbres, on coupe les arbres pour exporter. En principe, dans la politique forestière, on doit stipuler que la transformation de ces bois-là devait être un peu plus poussée pour créer la valeur ajoutée. Bon, il ne faut pas seulement, lorsqu'on parle de forêt, il ne faut pas voir seulement l'arbre. Dans la forêt, il faut voir aussi des produits forestiers non lignés. Donc tout ce qui n'est pas l'arbre, il faut voir aussi actuellement les concepts de ce qu'on appelle crédit carbone aussi, peut rapporter. Mais tout cela, pour que nous puissions bénéficier de cela, il faut qu'il y ait un cadre juridique, vous voyez, qui organise ce secteur émanant de la politique forestière. C'est ça la logique. Moi, je m'étonne, comment est-ce que vous qui êtes enseignant, vous qui êtes professeur d'université, vous préoccupez autant de ce code forestier, alors que ceux qui sont le premier bénéficiaire, c'est-à-dire l'État congolais, restent un peu mou quand même. Oui. En fait, quelle est notre mission alors comme scientifique? Nous enseignons bien sûr les étudiants, nous concevons des théories et tout. Et lorsque nous nous rendons compte que dans la société, ces théories-là ne sont pas appliquées comme ça devrait l'être, ça pose problème. Voilà là où se trouve notre acharnement. Nous sommes scientifiques, on a un œil objectif. La preuve en est que nous ne discutons pas les individus, les problèmes des individus, mais nous discutons les problèmes liés à la façon de faire des individus. Et on leur dit non à l'université, nous ne vous avons pas appris de cette manière-là. Il faut rentrer même dans les fondamentales. Parce que la logique que vous devez voir en tête, ce n'est pas seulement les codes forestiers, non. Les codes forestiers viennent en aval. Mais en amont, il y a d'abord les diagnostics du secteur forestier qui doivent être faits. Or, si vous lisez les documents de diagnostic actuels, il est pratiquement, ce n'est même pas un diagnostic, c'est une description, un état des lieux. Or, les diagnostics doivent donner la politique forestière. La politique forestière, là, n'émane même pas du diagnostic. Donc, il se pose un problème. Or, avant même les codes forestiers, on a fait une analyse critique. Je pense que je vous avais envoyé les documents d'analyse critique. L'analyse critique n'a pas été faite. Comment vous saurez ce qui manque, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut enlever? Mais vous vous mettez quelque part, vous commencez à élaborer. Donc, ce sont des copier-coller. Ça va vous amener nulle part alors, nulle part. C'est aussi la question plutôt de savoir si, effectivement, comment est-ce que les codes forestiers contribuent-ils au changement climatique aujourd'hui? Bon. Les codes forestiers, en principe, comme je vous avais dit, ça émane de la politique forestière. Et dans la politique forestière, on définit des modalités, comment on peut lutter contre les changements climatiques. Exemple, je donne un exemple clair, on peut vous montrer comment il faut transformer, par exemple, les secteurs de bois-énergie. Lorsque je dis bois-énergie, macala, charbon de bois, que nous utilisons tous les jours, mais qui détruit la forêt. Et dans la politique, en principe, on doit définir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les bois ne puissent pas contribuer au changement climatique comme ça s'est fait aujourd'hui. Exemple, on peut mettre en place des plantations, on peut développer des projets liés au foyer amélioré. Il y a, bref, beaucoup d'initiatives qu'on peut faire qui peuvent réduire cette pression-là. Maintenant, les codes forestiers, ça va encadrer cela. Les codes forestiers vont encadrer ce secteur sur le plan juridique. C'est de cette façon-là que les codes forestiers peuvent contribuer à lutter contre la déforestation. Mais est-ce que les gens sont sensibilisés contre la déforestation qui favorise aussi les changements climatiques, ou qui contribue aussi à la lutte contre les changements climatiques? À l'heure actuelle, c'est que je peux dire que les journalistes ont failli. Parce que lorsque les journalistes, c'est vous les journalistes, vous avez failli. Si je regarde toutes les chaînes qu'on montre à la télé, 80% c'est plus pour des questions liées à la politique, liées à la sécurité nationale. C'est une bonne chose. Mais il n'y a pas de questions liées à l'environnement, il n'y en a presque pas. C'est à vous aujourd'hui de sensibiliser les gens concernant la déforestation, concernant la lutte contre les changements climatiques, ainsi que concernant l'élaboration de la politique forestière. Parce que la politique forestière, ce sont des enjeux du pays. Ça prendra 20 ans, 30 ans, même 50 ans. Donc si vous ne le faites pas bien, vous hypothéquez même l'avenir de notre progéniture. Donc c'est à vous les journalistes aujourd'hui de vous mobiliser comme vous êtes en train de le faire maintenant, je vous félicite, pour sensibiliser la population par rapport à ça. Ouais. Bon, je dis, est-ce que ce peuple ou cette population-là est conscient des dangers que représente la déforestation? J'insiste encore pour que le peuple soit conscient.
Il faut que Parce vous, que vous les êtes médias... enseignant et je sais que vous menez quand même des enquêtes, vous faites des travaux. Non, non, ce de peuple-là terrain. n'est pas conscient. Voilà. N'est pas conscient. Il y a un travail que vous devez faire. Ça, c'est maintenant à C'est votre le mot niveau. Non, nous, on fait à notre niveau. On apprend aux étudiants, on apprend aux gens comment ça doit se faire. Malheureusement, sur le plan pratique dans l'administration, on se rend compte qu'ils les font contrairement à ce que nous les avons appris. Alors, s'il faut revenir sur les communautés locales ou encore le peuple autochtone, les droits des communautés locales, des peuples autochtones, est-ce que l'État le respecte, par exemple? Parce qu'on ne peut pas seulement protéger les forêts sans que les protecteurs de ces forêts-là ne puissent pas se retrouver. C'est ce que j'ai appelé aspect social, non? Cet aspect social, ça peut être repris dans certains textes ou certains arrêtés, mais dans les concrets, on ne les voit pas. Parce vous que dites la aux gens, population, ne cultivez pas, par exemple, ne en coupez pas principe, des bois. il faut donner quelque chose en compensation. C'est ça les rôles même du code forestier. C'est le code forestier qui doit stipuler tout cela. Or, avec les premiers codes forestiers, donc celui de 2002, on a remarqué qu'il y avait des dispositions par rapport à ça, bien sûr, mais on a remarqué que sur les terrains, ça ne s'appliquait pas. Donc, il y a moyen de renforcer même ces codes forestiers qui existaient là. Est-ce que souvent sur terrain, je pense que vous avez quand même des informations, est-ce qu'il y a des difficultés qu'on trouve sur terrain entre les exploitants et les communautés locales? Non, non, ce qui est vrai, il y a des clauses sociales, les exploitants s'arrangent pour respecter ces clauses sociales. Mais ce que nous voulons plus. À travers ces codes forestiers, à travers ces réformes, que réellement la contribution de toutes ces clauses sociales puisse être significative. C'est ça le vrai problème. Alors, parce que vous cherchez qu'on puisse revoir le code forestier qui existe ou qui est à jour, si on vous amenait dans la rédaction de texte, votre apport serait quoi? Mon apport est déjà là. Avec mon équipe, nous avons déjà élaboré la contribution à la politique forestière, nous avons élaboré la contribution au diagnostic, nous avons élaboré la contribution même au code forestier. Existe déjà. Et nous allons les soumettre, je pense, dans 2 ou 3 jours déjà aux autorités. Vous pouvez nous donner même quelques lignes. Les gens ne vont pas tricher. Bon, nous avons constaté que chaque fois nous élaborons des documents et des fois certaines personnes les prennent sans pour autant reconnaître les droits d'auteur, mais bientôt là vous aurez déjà toutes nos contributions. Parce que nous ne pouvons pas dire nous élaborons la politique, nous n'avons pas qualité. Il n'y a que l'autorité de tutelle qui a qualité à élaborer la politique. Mais nous donnons nos contributions par rapport à la politique en tant que partie prenante. C'est notre droit. Ouais. Alors, la RDC Pays Solutions, vous avez déjà participé à une conférence internationale ou COP quelque part depuis que ça a déjà existé? Oui. La dernière fois, vous étiez... Non, j'étais juste à la pré-COP. Je me rappelle, on faisait même des émissions à Kisangani. Okay. On faisait même des émissions avec vous pour préparer la pré-COP. Mais ce qui s'est passé, vous comprenez vous-même. Quelle est la suite? La dernière pré-COP que... Non, ce que je peux vous dire, il n'y a pas de suite. Parce que dire qu'il y a des suites, à partir d'aujourd'hui, vous devez le savoir, nous devons regarder des indicateurs. Et si vous regardez tous les indicateurs du secteur forêt aujourd'hui, sont au rouge. Qu'est-ce qu'il y a comme suite? Il n'y a rien. Non, mais on continue à s'appeler solution. Non. Les concepts, la solution, c'est un slogan. Ce n'était pas tout un programme, en fait. C'est ça l'erreur au Congo. Il y a certaines, comment je peux dire, certaines thématiques ou bien certains concepts peuvent être intéressants, mais les concepts étaient restés au niveau théorique, en fait. Ouais. C'était juste un discours. Les pays solutions n'étaient pas un programme. Ce qu'il fallait faire, bon, ce qu'il faut faire après, c'est quoi? C'est de transformer pays solutions à tout un programme du gouvernement. Ce qui n'était pas le cas. C'était juste un slogan. Voilà pourquoi on ne peut même pas évaluer. Pays solution, c'est quoi? C'est juste un slogan. Alors, je reviens sur... Et puis, notre bataille aujourd'hui, c'est de ne plus être pays solution, mais être un pays responsable avec un certain leadership pour transformer notre forêt à un capital financier, social, économique, ainsi de suite. Pour pays solution, c'est comme si vous commandez que nous rendons ces services à la planète, alors nous voulons les retours. Quel retour vous voulez? Je suis certain que vous avez comme certaines informations sur ça. Depuis que la RDC a commencé à se dire pays solution, à chanter très haut dans toutes les conférences internationales, est-ce que les pays a gagné quelque chose de la part de la communauté internationale pour avoir quand même conservé ces forêts à l'état où elles sont? Non, je vous ai toujours dit, lorsque vous voulez évaluer une situation,
vous en tant que journaliste, c'est mieux de regarder les indicateurs. Oui, les indicateurs. Or, quel indicateur a montré que le pays est en train d'avancer sur le plan dans le cadre du secteur forêt? Rien aujourd'hui. Je vous ai parlé de la déforestation, ça continue. Je vous ai parlé, là on parle même des forêts. Mais si on parle même de l'homme de l'administration, ça il faut aussi qu'on en parle. Il ne faut pas qu'on élabore seulement la politique pour les arbres, pour les produits forestiers non lignés. Mais il faut qu'on élabore aussi la politique pour l'homme même qui est dans l'administration forestière. Ça, c'est à vous d'aller faire des enquêtes. Est-ce que nous avons un personnel qualifié? Ce sont des questions qu'il faut poser. Parce qu'on doit maintenant élaborer une politique forestière où l'homme est au centre. Oui. Parce que si la personne, parce que je n'ai pas fait l'évaluation, si la personne a déjà certains problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre, prenons par exemple certains problèmes des primes, certains problèmes des salaires, certains problèmes d'expertise, je dis bien si tous ces différents problèmes ne sont pas encore réglés, dites-moi comment même cette politique-là peut produire ses fruits. Donc je pense qu'on devait aussi commencer par là, améliorer les conditions sociales de ces agents de l'environnement d'abord. Voilà. S'il faut revenir, parce que nous allons terminer, revenir sur le code forestier de 2002, dont les diagnostics, les notes que j'ai eues, le code forestier de 2002 reste trop général sur la traçabilité numérique, l'accès aux données, les obligations détaillées des opérateurs, exploiteurs, risque de perte de compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur? Oui, ça signifie qu'aujourd'hui, tout secteur, même les politiques, tout ce que nous faisons dans la vie, dans n'importe quel ministère, ça doit avoir comme soubassement les données. Très bien. Or, nous, aujourd'hui, dans le secteur forêt, nous n'avons pas une base de données fiable sur laquelle on doit s'appuyer pour élaborer des politiques. Et la preuve en est que sur le plan d'intelligence économique, nous ne serons pas compétitifs sur les marchés. Parce que vous allez faire des projections par rapport à quoi? Voilà pourquoi, dans le cadre de l'amélioration de ces codes forestiers, on doit veiller aussi à l'aspect d'avoir des données fiables et qu'on peut utiliser de temps en temps pour améliorer notre compétitivité. Voilà, on parle aussi de la décentralisation, 26 provinces par rapport à la gestion des forêts. Chaque province gère ses forêts? Idéalement, oui. Voilà. Donc toutes ces questions doivent être réglées par le code forestier. Par rapport à la politique d'abord et puis au code forestier. Voilà. Le ministère de l'Environnement, depuis que vous êtes là et vous vous accrochez à ces travaux sur les forêts et consorts, est-ce que ce que ce ministère fait par rapport à l'immensité du pays, vous en tant que chercheur, vous êtes convaincu que ça vaut la peine de prêter main forte à ce ministère de l'Environnement? Oui, ça vaut la peine, parce que ce qu'ils font comme travail, c'est une œuvre humaine qui a besoin d'une certaine amélioration. C'est comme ça qu'un pays évolue. Vous avez beaucoup vanté l'ancienne ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, jadis. Elle est maintenant, je sais pas, aux affaires sociales et consorts. Est-ce qu'elle a laissé quand même des empreintes visibles qui vous encouragent, vous qui œuvrez dans ce secteur, de poursuivre? Non, moi, c'est que vous avez raison de dire que je l'ai beaucoup vanté, oui, parce qu'à un certain moment, j'avais travaillé avec elle. Ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle pouvait faire. Elle a laissé quand même certaines bases. Et aujourd'hui, nous avons encore une autre chance, je peux dire, d'avoir une dame ministre qui est professeure de l'université, qui est des fois docteur comme moi, parce que nous ne sommes pas nombreux, et puis qui est spécialiste même dans la gouvernance forestière. Donc nous pensons que sa présence, ça va donner encore beaucoup plus de fruits. Elle va faire mieux que ce que son Excellence Eve Bazaïba avait fait. Il nous reste quelques secondes pour terminer. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, dans tout ce qu'on venait de dire sur le code forestier congolais qui doit être revu ou révisité? Moi, ce que nous devons tous retenir, est que le processus tel qu'il est en train d'être conduit, ça n'aboutira à rien. Donc ils sont en train d'évoluer tout droit contre les murs. Parce qu'ils devaient établir la cohérence. Vous êtes déjà pessimiste? Bon, je suis pessimiste, je vous avais bien dit, tout ce que nous faisons dans la vie active a comme soubassement les théories et les principes. Très bien. Lorsque vous violez déjà les théories et les principes, j'ai donné un exemple. Vous cherchez à voir l'enfant avant la maman, vous comprenez vous-même à quoi vous allez aboutir. Ça, c'est très compliqué. Parce que le code forestier, c'est l'enfant de la politique forestière. Mais vous, ce que vous faites maintenant, c'est quoi? Vous vous précipitez. Pourquoi vous vous précipitez d'abord? Quel est l'intérêt? Quel est l'objectif que vous poursuivez? Je pense que vous-même, vous avez compris que l'intérêt est ailleurs.
On ne fait pas ces codes forestiers justement pour que ça traduise la politique. Ça veut dire, vous ne voulez même pas que la situation puisse s'améliorer. Voilà pourquoi nous crions, nous continuons à faire du bruit. Bientôt d'ailleurs, on aura une conférence encore qu'on va faire pour que les autorités puissent tout simplement arrêter ces processus-là et voir comment ils peuvent reconsidérer les choses autrement. Sinon, ils ne vont même pas évoluer, ils vont aller où? Et puis, on n'élabore pas des politiques du pays seulement en dépendant d'un financement X ou Y, non. Est-ce que lorsque nous élaborons des thèses de doctorat, nous avons besoin de millions de dollars? Non, on n'en a pas besoin. On élabore même les thèses de doctorat sans financement. Et ce que nous faisons maintenant, c'est comme une thèse de doctorat. On vous dit, préparez les réformes liées au secteur forestier. Très bien. Donc, il doit respecter la chaîne là, des trucs. Oui. Voilà, on est à la fin. Vous venez de Lubumbashi. Que diriez-vous à ces grands peuples-là qui nous regardent depuis la ville de Lubumbashi? Aux étudiants, aux chercheurs. Oui, c'est que je peux leur dire, ils doivent continuer à me faire confiance parce que je peux vous confirmer que dans mon domaine, bien sûr, je défends valablement les valeurs que porte l'université de Lubumbashi. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons terminé pour aujourd'hui. Derrière cette caméra, c'était Joe Manana. Et du côté de la régie, on a retrouvé Monsieur Patou. Merci, professeur Nke Augustin, docteur en environnement. Pas seulement docteur en environnement, je suis docteur en environnement et docteur en agronomie. 2 fois docteur. Ça, il faut vraiment préciser. Voilà, 2 fois docteur en environnement et en agronomie. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouvera prochainement. D'accord, merci beaucoup. Restez branchés sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. C'en est fini pour aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir. Merci.